Les essais hivernaux de Formule 1 sont désormais terminés. On a donc eu nos 3 jours de roulage à Bahreïn et on peut déjà commencer à tirer de légères conclusions sur cette saison 2024. Alors bien évidemment, il s'agit d'essais hivernaux. On ne peut pas prendre les résultats comme acquis. On ne se base surtout pas sur les chronos, mais sur les comportements de voiture et les data GPS. Et vous allez voir que même si on a eu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant ces 3 jours à Bahreïn, au final, on en a quand même appris pas mal sur ces 10 nouvelles voitures. Si vous n'avez pas pu suivre, installez-vous. Je vais vous expliquer et vous débriefer tout ce qui s'est passé, vous dire où se situe chaque écurie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez bien la cloche pour ne rater aucune des vidéos qui vont arriver. La saison reprend dans moins d'une semaine désormais et on va donc refaire un petit peu le point sur ces essais hivernaux et voir au final où se situe chaque écurie. Alors on va commencer cette vidéo par forcément l'écurie qui a fait le plus de bruit. Il s'agit de Red Bull. Bien évidemment, Red Bull a toujours la meilleure voiture. Voilà, désolé de vous décevoir, mais oui, Red Bull a très clairement la voiture la plus performante en ce début de saison. Avant de commencer à débattre sur la performance de la voiture, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur le concept aérodynamique que Red Bull nous a présenté. Lors du reveal de la RB20, tout le monde pensait que la Red Bull avait adopté des entrées d'air sur les pontons verticales et au final, eh bien non. Elle est cachée, cette entrée d'air, mais elle est bel et bien horizontale, comme toutes les écuries. Elle se situe sous un appendice aérodynamique au niveau du ponton. La plupart des ingénieurs considèrent ça comme une bouche de requin au final, et on retrouve donc bien ce radiateur dans le ponton. Donc déjà, je me pose des questions, comment Red Bull va introduire son No Side Pod à partir du Grand Prix du Japon, sachant que, au final, on a des radiateurs dans les pontons, donc il va falloir revoir la structure de cette voiture. Pour répondre à vos questions, Red Bull a 4 entrées d'air sur sa voiture. L'entrée des pontons est horizontale. On retrouve une entrée verticale juste en dessous, le long de la coque. Cette entrée verticale est tout simplement un S-Duct, un système qu'on retrouve aussi sur la Ferrari. L'air va donc longer la coque, rentrer dans le S-Duct et ressortir au niveau des canons qu'on retrouve sur le capot moteur. Vous savez, c'est ce style d'épaule adopté par Mercedes sur les 2 dernières années que Red Bull a récupéré cette année. Et donc, c'est ici que l'air va se retrouver après être rentré donc dans l'entrée verticale au niveau du ponton. On retrouve, comme pour toutes les écuries de Formule 1, une cheminée qui va donc refroidir le moteur et on retrouve 2 entrées d'air supplémentaires à côté de la tête des pilotes. Oui, vous trouvez 2 trous, 2 orifices tout simplement qui vont venir alimenter ces canons, encore une fois sous le capot moteur et qui vont donc rejoindre le flux d'air que le S-Duct alimente déjà du côté du ponton. Donc au final, on se retrouve avec 4 entrées d'air sur la voiture et mine de rien, Red Bull a quand même trouvé une sacrée innovation d'un point de vue refroidissement de sa voiture. À voir maintenant si ça fonctionne, ça c'est la question, on le verra en termes de fiabilité et on le verra sur la longueur de la saison, mais en tout cas, bien joué de la part de Red Bull pour avoir pondu un concept assez original. Alors Red Bull sur 3 jours a fait 391 tours avec Max Verstappen et Sergio Perez et très clairement, d'un point de vue rythme, la voiture est clairement la meilleure. Que ce soit avec des pneus durs ou des pneus tendres, des pneus médiums, que ce soit sur des rythmes agressifs comme des tours de qualification ou alors sur un rythme de course, la Red Bull semble être bonne dans tous les domaines. Il y a eu quelques petits pépins de fiabilité. On a vu un frein prendre feu du côté de Sergio Perez, des problèmes de fiabilité. On a eu le fond plat cassé à cause d'une plaque d'égout. En tout cas, l'écurie s'est dit satisfaite de ces tests. Voilà, la voiture correspond exactement à ce à quoi l'équipe s'attendait. Ça fait beaucoup rire forcément Christian Horner et Helmut Marko qui au final maintenant se retrouvent avec un nouveau concept pendant que les autres équipes copient le concept de l'année dernière de Red Bull. Donc Red Bull se retrouve tout simplement avec 1 an d'avance en termes de développement. La déclaration, je pense, qui fait le plus peur honnêtement, c'est celle de Max Verstappen vendredi soir qui dit tout simplement c'est la situation idéale, la voiture fait exactement ce que je lui demande. La voiture est réglée pour Max Verstappen, donc bon, on peut déjà commencer à s'inquiéter, mais vous allez voir dans quelques secondes, on va parler d'autres équipes et au final, malgré l'avance et le rythme de Red Bull, c'est pas si facile non plus. Derrière Red Bull, on retrouve 4 écuries qui sont très difficilement différenciables. C'est compliqué, on va dire, de classer tout simplement ces 4 équipes qui sont donc Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin. On va commencer par Ferrari qui semble déjà avoir une très bonne voiture. Déjà, une chose est sûre, la voiture est bien meilleure que celle proposée il y a 12 mois aux essais hivernaux en 2023. Fred Vasseur l'a dit, Charles Leclerc l'a confirmé, la voiture est beaucoup plus saine. Adieu les problèmes de dégradation au niveau des pneus, adieu les comportements un petit peu surprenants et instables du train arrière. Donc Ferrari a réussi à mettre en place ce qui avait été étudié en soufflerie pour le faire fonctionner sur la piste et tous les tests se sont bien passés.
Pas de problème de fiabilité du côté de la Scuderia, à part encore une fois cette fameuse grille d'évacuation qui s'est soulevée et qui a arraché le fond plat de Charles Leclerc. En tout cas, l'équipe à Maranello est très heureuse des résultats de ces 3 jours à Bahreïn. Les pilotes semblent confiants aussi avec leur monoplace. Pour vous donner une indication, Ferrari semble être bien mieux placé sur le rythme en un tour, donc sur un rythme de qualification. C'était déjà le cas l'année dernière, qu'en rythme de course, où là ça peut peut-être être un petit peu plus délicat et le gap avec Red Bull est peut-être un petit peu plus grand. Je voulais revenir sur un aspect technique, mine de rien, de la SF24 qui est quand même assez intéressant et surprenant du côté de Ferrari, c'est au niveau des panneaux d'aération du capot moteur. Vous le savez, toutes les équipes de Formule 1 ont ces grilles d'aération sur le capot moteur. En général, quand vous voulez additionner, augmenter ou réduire le nombre de grilles sur ce capot moteur, tout simplement vous dévissez une partie du capot moteur, vous installez cette grille d'aération et vous la rebouchez en remettant le panneau si jamais vous voulez réduire le nombre. Là, Ferrari, pour le coup, n'a pas fait comme les autres écuries et Ferrari, s'il souhaite changer le nombre d'aérations sur le capot moteur, doit changer le capot moteur complet. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change au final? Ils ont déjà les pièces, il n'y a pas de problème. Oui mais non. Ça veut dire qu'en termes de production, dans le budget cap, Ferrari va devoir produire beaucoup plus de capot moteur. Si jamais la pièce a un défaut, il va falloir reproduire et reconcevoir ces capots moteurs. Et donc Ferrari va forcément du coup investir beaucoup plus dans le capot moteur afin de varier les concepts, afin de varier les configurations en fonction des circuits, là où ils auraient pu potentiellement garder un concept assez classique avec des panneaux de carrosserie sur le moteur. Qui suis-je pour juger? Je ne suis qu'un youtubeur, nous ne sommes que des viewers. Ferrari, je pense, sait très bien ce qu'ils font en termes de budget cap et de développement, mais je trouvais ça intéressant de voir que Ferrari est la seule équipe du coup à devoir changer le capot moteur complet lorsqu'on modifie le nombre d'aérations sur la voiture. Mais du coup, autour de Ferrari, c'est très serré. Comme je vous l'ai dit, on retrouve Mercedes, Aston et McLaren. On va parler de Mercedes qui est arrivé donc avec un nouveau package, une nouvelle voiture, nouvelle configuration aérodynamique. Pour les fans de Mercedes, soyez rassurés, vous avez une très bonne voiture. Honnêtement, la Mercedes a rempli tous ses programmes, tous ses tests, aucune mauvaise surprise. Il y a quand même eu quelques petits pépins de fiabilité, quelques petits pépins de test, bien évidemment, mais ça, après, les essais hivernaux sont faits pour ça. Vaut mieux les avoir maintenant que pendant la saison. Les débuts des essais ont été timides pour Mercedes. On l'avait vu où Russell, par exemple, ne cherchait pas du tout la performance de sa voiture, mais réellement tester des réglages, tester des pièces, des configurations et comprendre réellement le fonctionnement de cette W15. Et au final, c'est un pari réussi vu que Mercedes se retrouve avec peut-être un meilleur rythme en course que Ferrari. En tout cas, c'est kiff-kiff entre ces deux écuries. Donc Mercedes et Ferrari sont déjà très bien positionnés pour essayer de rattraper Red Bull. La base, en tout cas, pour sûr, est meilleure que celle de 2023. On part de moins loin pour ces deux écuries. Encore une fois, d'un point de vue technique, à noter que Mercedes a testé 2 systèmes de suspension sur l'avant de sa monoplace, à voir quel système, quel concept va être gardé pour le reste de la saison. Et surtout, je voulais revenir sur l'aileron avant, qui est une innovation de la part de Mercedes, qu'aucune autre équipe pour l'instant n'a pu copier et qui commence déjà à embêter la FIA forcément. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais l'aileron avant Mercedes se diffère totalement des autres ailerons de Formule 1. En général, vous avez donc 3 flaps supérieurs sur l'aileron avant, et celui de Mercedes, le plus haut, le 3e, se coupe tout simplement à la moitié. Normalement, dans le règlement technique, l'aileron avant doit tout simplement relier l'ailette verticale au museau afin de combler tout simplement toute la partie de l'aileron avant. Et là, Mercedes a un trou techniquement, il manque une partie. Eh bien non, Mercedes a relié sa 3e ailette supérieure avec un petit bout de carbone minuscule, mais qui du coup remplit le cahier des charges du règlement technique. Et donc la Mercedes est donc légale. Cet aileron est légal pour l'instant. Pat Simon l'a expliqué, la F1 va se pencher quand même sur les gains aérodynamiques de cet aileron avant et vérifier que Mercedes n'a pas ouvert une brèche dans le règlement technique afin que d'autres écuries poussent le vice encore plus loin et développent des concepts encore plus farfelus. Donc pour l'instant, Mercedes, ça passe, mais quand même, je pense, à surveiller sur les premiers Grands Prix et on va en entendre parler de cet aileron avant. Derrière, on retrouve McLaren et Aston Martin qui semblent être un tout petit peu derrière quand même Ferrari et Mercedes, légèrement. On parle de 10e honnêtement sur les rythmes, etc. Et pourtant, on ne sait même pas les cartographies moteurs, donc c'est très serré. On va commencer avec Aston Martin qui semble encore une fois avoir une très bonne voiture en début de saison. Une voiture, comme on dit, saine dans le comportement, pas de correction, pas de comportement assez surprenant, pas de glisse, pas de blocage de roue, de train arrière qui se dérobe. Aston Martin a pu enquiller les tours, 379 tours sur les 3 jours et honnêtement, pas de gros problèmes à déclarer du côté de l'Aston Martin qui n'a même pas poussé à fond sa voiture. Pour l'instant, on était réellement dans les réglages et la compréhension de sa monoplace. Donc, j'ai hâte de voir maintenant, durant la saison, si Aston Martin va être capable de développer sa voiture et de tenir le rythme toute la saison. On le sait l'année dernière, qui a pêché un petit peu du côté de l'équipe de Silverstone. En milieu de saison, Aston Martin s'est écroulé d'un point de vue performance. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si Aston va tenir cette année. En tout cas, ils repartent sur de très très bonnes bases. Et pour finir,
McLaren. Alors McLaren, les débuts ont été assez timides, seulement 328 tours parce que la McLaren a passé quand même pas mal de temps au stand, que ce soit pour Piastri ou Norris, on a eu quand même pas mal de petits problèmes de fiabilité. Mais le rythme est là. Le rythme, honnêtement, est là, malgré les déclarations de Andrea Stella durant l'hiver, disant que la voiture n'était pas prête, que le développement n'était pas fini et qu'il fallait attendre le développement en courte saison. Et bah la McLaren, honnêtement, elle a un bon rythme en qualification et en course. C'est respectable. Ça se bat donc avec Mercedes, Aston et Ferrari. Et si vous êtes fan de McLaren, honnêtement, vous êtes très bien. Quand on voit d'où McLaren est parti à Bahreïn l'année dernière et qu'en fin de saison, McLaren jouait fréquemment les podiums et les premières lignes en qualification, finalement, j'ai beaucoup d'espoir en McLaren cette saison s'ils arrivent à garder la même courbe de développement et la même vitesse de gain de performance. Donc au final, on ne peut pas éliminer McLaren sur ce début de saison et ça annonce une bataille pour la deuxième place quand même très excitante. On a vu un petit peu le top 5 et au final probablement les 10 pilotes qui seront en Q3 dans 7 jours à Bahreïn et on va passer au duel car oui, il y a un duel pour la 6e place du classement constructeur ou en tout cas on va appeler ça la 6e force du plateau. L'année dernière c'était Alpine et là Alpine le début de saison il est compliqué, il faut être honnête, voilà. La voiture n'est pas bonne. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas performante. Les pilotes l'ont dit très clairement, aujourd'hui, la voiture qui roule à Bahreïn et qui roulera dans 7 jours n'est pas assez performante pour aller chercher des points et n'est pas une voiture suffisamment rapide pour essayer de se battre avec les pilotes qui sont devant eux. On le sait, Alpine est parti sur un concept très agressif cette année avec beaucoup de modifications aérodynamiques et le but est de créer une voiture avec une base saine, avec un potentiel de développement et au fur et à mesure de la saison, ramener des améliorations, gagner en performance et ne pas se retrouver bloqué dans un plafond de performance. Il va falloir être patient. J'espère en tout cas qu'il va falloir être patient avec Alpine parce que pour l'instant, ça le fait pas du tout. Ce qui est encore plus inquiétant du côté d'Alpine, c'est la performance de Visa Cash-App RB F1 Team, je l'ai dit du premier coup, qui au final se retrouve avec une très bonne voiture. Je pense même qu'actuellement, la Visa Cash-App est une meilleure voiture que l'Alpine. AlphaTauri avait déjà fini la saison 2023 sur une très bonne note depuis Singapour avec un changement de suspension et un changement de package aérodynamique. Et là, il s'agit d'une évolution en 2024, donc ça repart très fort. On l'a vu sur pas mal de on-board et sur les datas, la voiture est stable et saine, pas de correction, pas de mauvaise surprise, pas de problème de fiabilité. La voiture peut pousser, que ce soit en course ou en qualif. Les pilotes sont très satisfaits du comportement de cette Visa Cash-App RB. Donc ne vous étonnez pas en début de saison si vous voyez les Alpines se retrouver derrière cette toute nouvelle écurie. Pareil pour Visa Cash-App RB, au final on travaille sur une base qui va être développée durant l'année, donc c'est pour ça que moi j'estime qu'il va y avoir un duel à mon avis entre Alpine et Visa Cash-App durant toute la saison, cette 6e place au constructeur. Si jamais vous vous demandez, une vidéo sur mes pronos de la saison 2024 est prête et elle arrive dans les prochains jours, elle arrive la semaine prochaine. Je vous donnerai mon avis et mes pronos sur cette saison de Formule 1, vous inquiétez pas pour l'instant, on est juste concentré sur ces 3 jours à Bahreïn. Et puis après, il nous reste tout simplement le fond de la classe. Malheureusement, c'est les voitures un petit peu moins rapides, un petit peu moins prometteuses. Il nous reste donc la Stake, la Williams et la Haas. Alors on va commencer par Stake, donc nouvelle écurie, nouvelle identité. La voiture est verte, noire, vous aimez ou pas le design, pourquoi pas. Quand même un nouveau concept aérodynamique, beaucoup de changements techniques sur cette voiture et elle n'a pas fait énormément parler. Elle n'a pas eu trop de problème, mais d'un autre côté, elle n'a pas été si performante non plus. Je pense que cette voiture est juste derrière le duel Visa Cash-App Alpine ou alors juste devant le duel Haas Williams. Mais voilà, c'est pas non plus une voiture exceptionnelle. Ils ont vraiment enchaîné les tours. Là, pour le coup, ils ont fait un très bon travail. À surveiller quand même le rythme en qualification. Au final, la Stake avait l'air quand même assez à l'aise sur un tour lancé. On l'a vu avec Guan Yu Zhou, par exemple, sur la dernière journée, qui était capable de pousser sa voiture sur un tour lancé. Donc, on va surveiller ça, mais pas de grosse surprise. Voilà, la voiture, malheureusement, n'est pas exceptionnelle. Elle l'était pas l'année dernière. Pas de raison que ça change en 2024. Et là, on arrive sur la déception, je pense, pour l'instant de ces essais hivernaux, c'est la Haas. Alors, la Haas a effectué le plus de tours des essais hivernaux, 441 tours sur ces 3 jours. Pourtant, ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. Ils ont passé pas mal de temps au garage bloqués à essayer de régler des problèmes, que ce soit sur la pompe à essence, des problèmes hydrauliques, des problèmes un petit peu dans tous les sens. Durant l'hiver, on avait entendu comme quoi la Haas serait catastrophique, comme quoi Haas savait dès le début de la saison que ce serait la pire voiture et que ce serait une saison très compliquée, que l'objectif ce serait de comprendre et d'apprendre comment avancer. Bon, oui, c'est la pire voiture, il faut être honnête, c'est la pire voiture d'un point de vue performance, mais c'est pas si catastrophique. D'un point de vue pace, ils sont pas si loin que ça au final, que Williams, que Visa Cash-App, que Stake, etc. C'est pas non plus une Williams des années 2019-2020. Donc oui, ça va être compliqué pour Haas cette année de marquer des points, vu le rythme des gens devant, vu le rythme des voitures qu'il y a devant, ça va être très difficile, mais c'est pas la catastrophe, c'est pas si dramatique du côté américain. Et pour finir avec les performances de ces voitures, c'est Williams. Alors Williams, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant.
D'un point de vue performance, c'est pas exceptionnel. C'est pas non plus une révolution. L'année dernière, ils avaient réussi à gratter des points par-ci par-là. Williams a fait 299 tours durant les essais hivernaux. C'est l'écurie qui a fait le moins de tours. Malheureusement, ils ont enchaîné les problèmes de fiabilité. Alors, c'est bien beau d'avoir un tout nouveau volant avec le screen sur le volant, adieu le volant papillon, RIP, etc. Mais le problème de cette Williams, c'est le train arrière. C'est ses suspensions arrière qui n'ont donc pas évolué. Vous le savez peut-être, mais Mercedes a introduit un nouveau système de transmission avec une nouvelle boîte de vitesse. Et Williams, eux, n'ont pas profité de ce changement pour changer le train arrière avec ses suspensions. Williams a gardé les suspensions de 2023 et il faut croire que ça pose problème entre problème de pompe à essence, problème de drive shaft pour Logan Sargent et plein d'autres problèmes de fiabilité. J'ai peur que le début de saison de Williams soit un petit peu compliqué et on va dire un petit peu restreint par ce train arrière de la monoplace. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que la Williams va débloquer de la performance au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, les essais hivernaux ne sont pas très bien passés pour cette écurie. Si on fait le point d'un point de vue hiérarchie, bien évidemment, on ne peut pas établir un classement, car toutes les équipes cachent encore leur jeu, n'utilisent pas la pleine puissance des moteurs, ne vont pas à fond et ne veulent pas montrer tous leurs atouts. Mais Red Bull a clairement la meilleure voiture devant Ferrari. Mercedes semble être la troisième voiture, vraiment pas loin de Ferrari. Derrière, on retrouve du coup Aston Martin et McLaren. Difficile un petit peu de juger laquelle des deux est la plus rapide. On retrouve un groupe avec donc Alpine, Visa Cash-App et potentiellement Williams. Honnêtement, sans les problèmes de fiabilité, ça roule quand même bien du côté de l'écurie anglaise. Take et As se partagent du coup les deux dernières positions pour ces essais hivernaux. D'un point de vue action en piste, on n'a pas eu grand-chose. C'est quand même triste aujourd'hui de voir que les essais hivernaux d'une saison de 10 mois se résument à 3 journées sur le circuit de Bahreïn. À l'époque, dites-vous que c'était donc 14 jours à Barcelone, donc ça a bien changé. Les équipes maintenant connaissent très bien leur voiture. Il y a eu beaucoup de longs relais, il y a eu beaucoup de tests de setup. On n'a pas vu de nouvelles pièces, on n'a pas vu de concept exceptionnel ramené à Bahreïn, tout simplement pas le temps de tester ces pièces. Comme je vous l'ai dit, la hiérarchie n'a pas tellement évolué du coup de 2023 à 2024. On va quand même surveiller ces évolutions de performance avec les améliorations qui vont arriver week-end après week-end au fur et à mesure de la saison. Mais en tout cas, voilà tout ce qu'on sait de ces essais hivernaux, de ces 3 jours du coup de test. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé vous de ces essais hivernaux, si vous avez peut-être vu des informations, si vous avez peut-être vu un petit peu des rythmes sur différents sites d'actualité ou journalistiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour préparer le début donc de cette saison qui commence dans 7 jours. Et oui, la F1 reprend pour les 10 prochains mois. En attendant, je souhaite à tous de passer un très bon week-end. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao!